Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon introductive sur le chapitre propriété de dépendance et intitulé base d'une propriété de dépendance. Nous faisons OK à ce niveau, puis réarrangeons notre environnement. Et alors, commençons par placer quelques contrôles. Nous allons commencer par un label. Donc nous allons mettre le vertical alignment à la valeur de center. Et pour ce qui est de la marge, que nous allons mettre à la valeur de 3. Et pour ce qui est de content, nous allons mettre à la valeur de... Saisissez une arrondie pour la bordure. Puis le font weight, que nous allons mettre à la valeur de bold. Et puis nous refermons ce label. Après nous allons placer un text box pour lequel nous allons donner le nom de txt. Alors text box corner, et que nous allons alors en ce moment donner une méthode de text change ici à la valeur de... Nous allons générer cet événement alors. Et puis pour ce qui est de la marge de ce dernier, nous allons donner une valeur de 3. Et pour le font size, nous avons la valeur de 16. Et le font weight à la valeur de extra bold. Et puis nous refermons ce text box aussi. Après nous plaçons un border, auquel nous allons donner le nom de ma bordure. Comme background, la valeur de bisque, et comme border brush, la valeur de black, et comme border thickness, valeur de 1, et qui va avoir une marge de 10. Puis nous refermons cette bordure. Nos contrôles à ce niveau se trouvent tous superposés. Alors ce qu'on va faire est de rajouter quelques lignes et quelques colonnes dans notre grille afin que ce dernier puisse replacer les différents contrôles de façon adéquate en son sein. Donc nous mettons grid.rowDefinitions comme collection, et dans cette collection nous plaçons quelques rowDefinitions. Première ligne, deuxième ligne. Après nous ajoutons quelques colonnes à ce niveau aussi, grid.colonneDefinitions, première colonne et puis deuxième colonne. À ce niveau, l'intervalle ressemble à ceci. Ce qu'allons faire est de replacer nos différents contrôles dans les différentes lignes et différentes colonnes de notre grille. Nous mettons la valeur de la hauteur de cette dernière à relative sur la base de 6. Pour ce qui est du text box, nous allons le mettre alors dans la colonne. Notre border va se trouver réparti sur les deux colonnes et va se retrouver dans la ligne. Donc finalement, ce que nous avons fait ici est de placer un label, puis un text box et puis un rectangle auquel nous avons donné un background de bisque. Et pour ce qui est de notre text box, nous avons placé dans la colonne 1 de notre grille, et puis nous avons placé notre label ici dans la colonne 0 de notre grille. Et pour ce qui est de notre rectangle ici, nous l'avons tout simplement élargi sur les deux colonnes et puis l'avons placé dans la ligne 1. Pour réaliser chacun de ces contrôles ou chaque contrôle se trouvant dans cette interface, nous avons dû utiliser différents types d'attributs qui sont entre autres la marge ou le font size ou le font weight ou le background de ces différents éléments. Mais à s'y pencher de plus près, nous remarquons que ce sont en fait des propriétés, mais pas telles que les propriétés que nous connaissons de façon habituelle, telle une propriété CLR par exemple, entendue par common langage runtime, qui est une propriété et qui est habituellement associée avec un champ privé dans une classe et représente un champ dans une autre. Nous savons qu'une propriété
propriété CLR est tout simplement un membre fonctionnel d'une classe, alors qu'une propriété de dépendance est entièrement différente d'une propriété CLR de par plusieurs facteurs et de plusieurs éléments et en fonction de la valeur que reçoit la propriété de dépendance, en fonction de la syntaxe ou de la façon d'enregistrement de la propriété de dépendance, en fonction de des éléments ou des méthodes qui sont autour d'une propriété de dépendance et qui permettent de valider cette dernière, en fonction du contexte d'utilisation ou de réutilisation des valeurs d'une propriété de dépendance, en fonction des validateurs qui sont qu'on peut appliquer à une propriété de dépendance et en fonction de la syntaxe ou de l'écriture de cette dernière ou en fonction de la signature de l'accesseur ou de champ de la propriété de dépendance. Donc c'est dire tout à fait là que une propriété de dépendance globalement se différencie d'une propriété CLR de par le fait de son nom qui illustre la dépendance de sa valeur à d'autres facteurs relatifs à son contexte d'utilisation ou autre. De par le fait que la propriété de dépendance change en fonction de facteurs intra ou extra, indépendamment de l'affectation de nouvelles valeurs. Deux, par le fait aussi que la valeur d'une propriété de dépendance n'est pas stockée dans un champ privé, mais déterminée par règle de disponibilité de valeur suivant le contexte d'évaluation de ce dernier. Le service, c'est-à-dire qu'il y a un service système de propriété WPF qui permet de traquer, d'évaluer le contexte courant afin de déterminer la valeur affectée à une propriété de dépendance. Comme propriété de dépendance ici, pour les contrôles, nous avons par exemple, comme on l'a dit tantôt, le vertical et l'AMN par exemple d'un contrôle, ou soit la marge ici à ce niveau, ou soit le content ici, ou soit par exemple en termes de propriété de dépendance, le font size de ce texte box ici. Alors, pour savoir à peu près comment les propriétés de dépendance ou avoir une vue globale de ce dernier en termes de comportement, mais de façon isolée ici à ce niveau, à supposer par exemple que nous venons récupérer au niveau de ce textbox ici simplement le font size à ce niveau, que nous faisons CTRL-C et que nous venons ici à ce niveau, donc au niveau de notre fenêtre, que nous mettons par exemple Windows Startup Location à Center dans un premier temps. Et puis qu'on descende un peu vers le bas et que nous mettons une autre valeur de font size par exemple à celle de... Alors ce qui se passe, c'est que ayant mis la valeur du font size de la fenêtre à 40, automatiquement on a vu que le texte qui se trouve ici dans le label A s'est élargi de la valeur de ce font size. Mais à retenir que le font size a été mis comme attribut de l'élément window et non pas de l'élément label. Mais quoique, vu que dans le label, c'est-à-dire la classe label, a une valeur d'attribut qui est font size et qui est une valeur de propriété de dépendance, alors du fait qu'on a affecté la valeur au font size de son conteneur, le label ici est directement venu prendre la valeur se trouvant dans la fenêtre ici à ce niveau. Donc ce qui fait que une propriété de dépendance ne prend pas sa valeur que simplement en fonction de l'élément qu'on lui affecte en termes de valeur locale directe, mais aussi récupère sa valeur en fonction du contexte dans lequel il se trouve. À cet effet, nous avons un schéma assez illustratif qui peut nous être assez aidant pour mieux comprendre les propriétés de dépendance et la façon d'affecter ces derniers. Ce schéma permet donc de spécifier comment une valeur est appliquée à une propriété de dépendance. Dans un premier temps, nous avons une valeur locale. Depuis cette valeur locale, nous récupérons cette dernière pour l'appliquer à une propriété de dépendance si c'est seulement celle-là qui est disponible, et puis de passer par différentes étapes, c'est-à-dire la phase d'évaluation de la propriété de dépendance, de vérifier s'il y a une animation de disponible, et puis de convertir la valeur si nécessaire, et puis de procéder finalement à l'application de cette dernière. Alors ici, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que lorsqu'une propriété de dépendance est définie sur un contrôle et dans le XAML et que ce dernier est parsé et compilé en termes de BAML,
et le parseur vérifie s'il existe une valeur locale. Alors si valeur locale il y a, alors en ce moment il récupère cette valeur et en ce moment vient le stocker pour une application prochaine. Alors si dans le cas échéant nous n'avons pas de valeur locale, ce qui se passe tout simplement est que le parseur va vérifier s'il y a une valeur en termes de trigger de style. Alors si cette dernière existe, alors en ce moment nous passons à l'étape suivante qui est la récupération de cette valeur. Dans le cas échéant, on vérifie si il existe une valeur de trigger de template. Et si ce dernier existe, alors en ce moment on le récupère. Dans le cas échéant, on vérifie s'il y a une valeur de style de setter qu'on ici aussi récupère s'il existe, et s'il n'existe pas, on vérifie s'il y a une valeur de thème de trigger de style qui aussi répond au même schéma. S'il existe, on le récupère. Dans quel cas, s'il n'existe pas, on passe pour la recherche, où le parseur passe pour la recherche de thème de setter de style. Si ce dernier existe, alors en ce moment on récupère cette valeur, et si ce dernier n'existe pas, alors en ce moment on vérifie, ou le parseur vérifie au niveau du BAML s'il y a une valeur héritée d'une valeur de dépendance, c'est-à-dire dans notre objet de dépendance ou un dependency objet. Alors en ce moment, si ce dernier existe, il récupère cette valeur pour l'appliquer à notre propriété de dépendance, ou dans le cas échéant, s'il n'existe pas, alors on prend la valeur de défaut qui a été appliquée à la propriété de dépendance depuis l'instance de la classe framework property metadata que nous verrons lorsque nous allons entrer dans l'explication ou dans la réalisation d'une propriété de dépendance dans le code. Alors si la valeur héritée d'une valeur de dépendance n'existe pas, alors en ce moment une valeur par défaut est récupérée, et cette valeur là, alors en ce moment après récupération, ou l'une des valeurs ici qui est récupérée, alors en ce moment passe à une phase d'évaluation si c'est une expression. Alors lorsque cette phase d'évaluation est finie, on vérifie s'il y a une animation de disponible qui a été appliquée à la propriété de dépendance depuis la partie ressources. Alors en ce moment cette animation est appliquée, et après ce passage là, alors en ce moment on essaye de convertir la valeur de la propriété de dépendance à travers le queries value callback que nous verrons aussi dans la phase de réalisation d'une propriété de dépendance, afin de contraindre la valeur ou de le convertir en fonction d'une valeur plus compatible au type de la propriété de dépendance que nous sommes en train de traiter, et puis finalement d'appliquer la propriété de dépendance. Donc nous voyons alors en ce moment à travers ce chemin qu'une propriété de dépendance est de loin beaucoup plus intelligente et plus apte à mieux répondre aux attentes de tous les nouveaux éléments qui sont définis dans le WPF, tels que les animations, les bindings ou les actions, et par exemple les behaviors. Donc voilà grosso modo ce qu'il fallait retenir de façon théorique sur les propriétés de dépendance. Dans le cours prochain, nous allons essayer de passer à la phase code de réalisation à travers un exemple d'une propriété de dépendance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.